the rare earth minerals deal? Look, you have leadership, and I like him personally. He's fine. But I don't care about personally. I care about getting the job done. You have leadership now that's allowed a war to go on that should have never even happened, even without the United States. Look, we had a president who was grossly incompetent. He had no idea what he was doing. He said some very stupid things, like going in for portions and all of the things. He made a lot of bad statements, but he's grossly incompetent, and I think everyone knew that. This is something that should have never happened, would have never happened. And I used to discuss it with Putin. President Putin and I would talk about Ukraine. It was the apple of his eye, I will tell you that. But there was never a chance of him going in. And I told him, you better not go in. Don't go in. Don't go in. And he understood that. He understood it fully. But I'm only interested, I want to see if I can save maybe millions of lives. This could even end up in a World War III. I mean, to be honest with you, you've been hearing now Europe is saying, well, I think we're going to go in and we're going to go. All of a sudden, you're going to end up in World War III over something that should have never happened. And, you know, it's a very sad situation. Yeah, please. In a court filing, the White House said that Elon Musk is not a DOJ employee and has no authority to make decisions. Can you clarify for us today well, Elon what his Musk, exact role is there? Yeah. En un jour, Donald Trump a ridiculisé l'armée de bureaucrates à Bruxelles. Il a fait plus en un jour pour les Américains que toutes vos piles de papier pour les Européens en 50 ans. Terminer l'écologie punitive, terminer l'OMS et les fraudes à l'humanitaire. Les Américains ne seront plus taxés pour payer ce cirque, pour financer Pfizer, Bill Gates et manipuler les médias. On est bien loin du sac de riz. 4,5 millions de dollars pour surveiller la désinformation au Kazakhstan. 47 000 dollars pour un opéra transgenre en Colombie. 32 000 dollars pour une bande décidée transgenre au Pérou. 2 millions de dollars pour la chirurgie de changement de sexe au Guatemala. Est-ce que l'USAID n'était pas censé faire l'humanitaire? Quant à l'OMS, qu'est-ce qu'elle a fait d'utile pour la santé? À quoi ont-ils servi pendant la pandémie? À censurer les chercheurs? À recaser Agnès Buzyn et Jérôme Salomon à Genève? De la soi-disant immunité vaccinale, on passe à l'immunité judiciaire. Pourquoi l'OMS parle de sexe assigné et de transition chirurgicale à propos d'enfants? En un jour, Trump a interdit la mutilation de ses enfants et réintégré les militaires exclus pour refus de l'injection Covid. Et pendant ce temps-là, à Bruxelles, elle finance les médias europhiles avec 132 millions d'euros lors des élections européennes, mais veut interdire X et TikTok pour influence étrangère. La RTBF, que vous connaissez bien, Madame la Commissaire, a même contrôlé le discours de Trump. Alors, de qui vous moquez-vous? We're hearing that Russia wants to force Ukraine to hold new elections in order to sign any kind of a peace deal. Is that something that the U.S. would ever support? Well, we have a situation where we haven't had elections in Ukraine, where we have martial law, or essentially martial law in Ukraine, where the leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating, and where a country has been blown to smithereens. You got most of the cities are laying on their sides. The buildings are collapsed. It looks like a massive demolition site. The whole, I mean, so many of the cities. I mean, they haven't done it in Kiev because I guess they don't want to shoot too many rockets in there. They've done it 20%, but they haven't done it 100%. If they wanted to do it 100%, it would probably happen very quickly. But you have cities that are absolutely decimated. And yeah, I would say that, you know, when they want a seat at the table, you could say the people have to, wouldn't the people of Ukraine have to say, like, you know, it's been a long time since we've had an election. That's not a Russia thing. That's something coming from me and coming from many other countries also. La question, à l'évidence, était proposée aux membres de l'Union européenne. Nous avons exprimé à nos partenaires américains que nous avons vu que le président Trump, dans différentes déclarations, était le premier parmi les leaders occidentaux à dire que d'entraîner l'Ukraine à l'OTAN est une des principales raisons de ce qui se passe, que c'est une des grandes erreurs de Biden et de son administration, c'est que si Trump était président, il n'aurait jamais laissé faire. Dès lors, nous avons expliqué à nos collègues
aujourd'hui que le président Poutine, à plusieurs reprises, a souligné que l'élargissement de l'OTAN, l'absorption de l'Ukraine dans l'OTAN est un danger direct, une menace pour les intérêts de la Fédération de Russie et notre souveraineté. Nous avons par conséquent expliqué que l'apparition des troupes armées des pays membres de l'OTAN, mais sous un pays, sous notre drapeau, le drapeau de l'Union européenne, nos drapeaux nationaux, ne changera rien sur le fond. Nous ne l'accepterons pas. Israel, United States, France, UK, and some other guys. And Israel is not the member of NATO. But all these guys, even Jordan with air defense, all these guys began to defend Israeli people, which been under, missiles from Iran. So how it was? Israel is not a NATO member, but why these countries? Now it's great that they destroyed Iranian missiles, but they are not in NATO. So it means that they have security guarantees, specific security guarantees from the United States, France, UK, and other allies. I think we need it very much. And quickly, before we move. Але від Сполучених Штатів ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії, воно співпадає з цим результатом. Тоді Merci Clélie Mathias, Florian Doré, Gauthier Le Breton. Les Français, peut-être ceux qui nous écoutent et nous regardent, se disent c'est loin de nous, ça ne nous concerne pas. Mais si, ça nous concerne en réalité. On est en train de se faire absolument dépasser par les événements. Et puis ça les concerne quand la France donne plusieurs milliards à l'Ukraine avec l'impôt des Français. Je peux vous dire que ça les concerne directement. Il y a eu un vote au Parlement, mais on n'a jamais consulté les Français sur l'aide versée à l'Ukraine, qui se compte donc en milliards depuis le début du conflit. Donc évidemment, et puis c'est aux portes de l'Europe, comme on a l'habitude de le dire. Et donc, si vous voulez, cette réunion, c'est de la com. Quand vous êtes hors jeu, complètement hors jeu, vous essayez de trouver une parade. Emmanuel pas Macron que de la com. excusez-moi. Madame Mélanie est là. Enfin, je veux dire, les Européens, ils ont un petit peu, ils sentent le vent de l'histoire qui leur. Ils vont annoncer quoi en sortant de cette réunion, Laurence? Mais écoutez, Gauthier, je ne suis pas porte-parole de l'Élysée, mon cher. Non mais ils sont hors jeu. C'est une réunion de personnes qui sont hors jeu, qui ne comptent plus, qui ne pèsent plus. Emmanuel Macron a essayé, c'est le seul point qu'on peut lui accorder au moment de la réouverture de Notre-Dame, de réunir avec succès Donald Trump et Volodymyr Zelensky, et plus rien. Et donc les deux présidents vont se retrouver sans passer un coup de fil à Emmanuel Macron ou à qui que ce soit en Europe. Donc, puisqu'ils sont hors jeu, il faut faire semblant. Et donc, on se réunit, on sortira de là sans rien annoncer, sans... Il y aura des déclarations. Oui, mais une annonce... Non, il n'y aura pas de déclaration. Pas de communiqué, non. Il n'y aura pas de communiqué. Il ne peut pas y en avoir. Pourquoi ça sert? Ils n'ont pas de réponse. Pierre Lelouch. Voilà, le sujet, c'est que... Ok. Moins d'un mois après son investiture, moins d'un mois, on est le 17 aujourd'hui, il a été investi le 20 janvier. La semaine dernière, il a ce coup de téléphone avec Poutine et il avait promis de régler cette affaire, il la règle, aux conditions des Russes. C'est-à-dire, la négociation est simplement américano-russe, hors les autres. Deuxièmement, les Russes conservent ce qu'ils ont obtenu militairement, c'est-à-dire le Donbass et la Crimée. Troisièmement, il va y avoir la levée des sanctions, parce que les business is business. Et tout ça se réunit dans la foulée d'une réunion à Munich où le vice-président leur a donné une leçon de démocratie sans précédent. Donc c'est une espèce de divorce militaire suivi d'un divorce idéologique. Et dans la foulée, aujourd'hui même, les ministres américains et russes arrivent à Riyad pour négocier demain. Et pendant ce temps-là, les Européens, ils ont une réunion de crise pour essayer de savoir comment ils vont faire. Et moi, j'ai réfléchi toute la journée, en mettant à la place de ces gens-là, de ces grands chefs d'État. Et je me dis, bon, maintenant, comment je fais pour acheter un strapontin à la table de négociation? Même pas une place, un strapontin. Qu'est-ce que je fais pour convaincre Trump? Envoyer des troupes au sol, comme disent les Anglais?
Non, ça c'est un autre sujet. Ah Ça, ouais, bah, ça, c'est le deuxième heureusement. sujet. Heureusement. Et encore plus. Non mais plus grave. juste là, comment je fais pour aller qu'est-ce que D'accord. j'ai comme Ok. moyen de J'ai pression compris ce sur que vous m'avez Trump? dit. Alors, Jules Torres, rapidement, François. Non mais ce qu'on voit, c'est aussi que les Européens paient leur aveuglement depuis maintenant 3 ans. C'est-à-dire que la première année du conflit, ils ne voulaient pas se mettre à la table des négociations pensant que l'Ukraine pouvait encore gagner, alors que tous les observateurs un petit peu avisés, notamment Pierre Lelouch, nous disaient que ça allait être plus compliqué que cela. Donc, que veulent-ils faire? C'est qu'ils veulent en effet obtenir un strapontin, ils veulent obtenir une victoire de communication, une démonstration de force d'Européens, sauf que c'est un mal européen, j'allais dire français, de faire un conseil, une commission, un conclave, alors qu'on sait que les dés sont pipés et que la bataille, aujourd'hui, elle se joue entre les Américains et les Russes. On n'aura aucun impact. François Pupponi, Joseph. Là, c'est une réunion de vente panique. Mais oui. C'est-à-dire que les Américains font ce qu'ils ont dit. C'est de la com. Et nous, on dit, ah mince, ils le font. Mais ils le font. Et venez vite à Paris, et comment on fait maintenant? Voilà. C'est-à-dire que personne n'a anticipé ce qui se passait. Alors que c'était écrit, annoncé, déclaré. Dans toute la campagne de Trump. Et connaissant un peu Trump, ils le connaissent. Ils disent, allait le faire. et il fait ce qu'il dit. Il voilà. avait dit 24 Je vais vous donner, Il a tardé. un chiffre. Pierre Lelouch, après Joseph. Le déficit commercial, le premier déficit commercial des États-Unis, c'est la Chine, 290 milliards de dollars. Le deuxième déficit, c'est l'Europe, 230. D'accord. Donc, quel est le moyen de pression qu'on a sur quelqu'un qui va déjà nous mettre des droits de douane? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va dire à Trump pour qu'il nous accepte? Première question. Deuxième question, les garanties de sécurité, une fois que l'armistice est signé, les Ukrainiens disent, bon, maintenant que les Américains s'en vont, on veut une armée de 200 000 Européens. D'abord, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et les Américains ont dit, attendez, si vous, les Européens, vous rentrez en Ukraine, alors vous rentrez hors OTAN et hors protection américaine. Vous prenez vos risques. Alors ma question, quel est le pays qui va aller risquer d'entrer dans un bourbier pareil pendant les 10 ou 15 ans qui viennent? Avec quels moyens? Et c'est ça la question qu'ils ont ce soir sur la table. L'anglais, il a dit, moi j'y vais. Il a dit ça comme ça. Mais je pense qu'ils peuvent, eux, ils sont capables d'y aller. Les Anglais? Ambiguïté stratégique. Un peu tous. Pour exister. Hein. D'envoyer les troupes seules? Là, sortir de cette réunion et dire... Pour sécuriser. Je crois pas. Il leur reste plus de Alors, dernier mot, Joseph, avant la pause. Non, je pense que là, ce qui est en train de se passer, c'est la fin de l'Union européenne telle que les On pères voit le chancelier Scholz qui s'en va là. tel que les pères fondateurs l'avaient créé. C'est-à-dire maintenant, tout ce discours autour de l'Union européenne nous a garanti la paix, nous a garanti pendant des décennies de paix, c'est terminé. Là, ça vient de se terminer. C'est l'OTAN qui garantit ça. Oui, et bien sûr, c'est l'OTAN. Donc il faut siffler la fin de la récréation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est possible de construire aujourd'hui? Voilà, ou de reconstruire aujourd'hui. Encore un problème de reconstruction. Qu'est-ce qui est possible de reconstruire aujourd'hui? Das Problem ist, dass die USA heute Dinge sagen, die für Putin sehr angenehm sind. Ich denke, darin liegt der Kern, weil sie ihm gefallen wollen. Wissen Sie wofür? Um einander zu treffen und einen schnellen Erfolg zu haben. Aber das, was sie wollen, einfach Waffenstillstand, das ist kein Erfolg. Alles, was er gesagt hat, glauben Sie, ist noch nicht fest. Also zum Beispiel die Ukraine in den Grenzen von 2014 ist nicht realistisch. Das hieße, dass Sie dauerhaft auf die Krim und den Donbass verzichten müssten. Juristisch werden wir unsere Gebiete nicht aufgeben. Unsere Grenzen wurden verletzt. Natürlich werden wir alles wieder zurückbringen. Die Achtung des internationalen Rechts wird zurückkehren. Wenn nicht heute, dann morgen. In jedem Fall müssen wir Geduld haben, den Staat bewahren und unsere Souveränität. Wir werden nicht einfach irgendwas unterschreiben, um lauten Beifall zu bekommen. Nein, denn es geht um das Schicksal unseres Staates. Und zwar für Generationen. Nicht nur für die heutige, sondern auch für die zukünftigen. Wir müssen geduldig sein und weise handeln. Revenez à la guerre froide. Vous avez la grande puissance en faveur du statu quo, l'Amérique, et la grande puissance en faveur du changement, l'URSS. Aujourd'hui, ce qui est un fait nouveau, radical, révolutionnaire, l'Amérique de Trump est devenue une puissance révisionniste au même titre que la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping. Et tout cela sous les yeux d'un Sud global qui, d'un côté, se réjouit de la division de l'Occident. L'Occident était arrogant, l'Occident était
colonialiste, impérialiste, tout ce que vous voulez, l'Occident, c'est fini. Et d'une certaine manière, si je suis à Pékin, je me dis, ah mais c'est pas mal tout ça. Il se prétend, lui, Trump, le maître des horloges, mais il est l'idiot utile de Poutine avant d'être l'idiot utile de la Chine. En fait, vous avez deux phénomènes qui se déroulent en même temps. Le premier, c'est l'éclatement de l'Alliance Atlantique. Le second, c'est le déclin global de l'Occident. Et je crois que le premier facteur est un élément du second.